Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Omi Moms. On est dans l'épisode 4 et aujourd'hui j'ai une invitée super précieuse à mes yeux, Aurélie Bernabo, qui va aujourd'hui nous parler de la dépression postpartum. Donc je suis super contente de parler de ce sujet car c'est un sujet qui parle à tout le monde, en tout cas toutes les mamans ou les mamans en devenir. C'est un sujet aussi qui est un peu tabou, donc je suis très contente de l'avoir aujourd'hui avec moi. Elle va se présenter et on va pouvoir parler du sujet ensemble. Hello. Hello, hello. Tu vas bien? Oui, ça va. Je suis trop contente que tu sois là. Franchement, merci de t'être déplacée et d'avoir pris ton temps. Ton temps qui doit être très... On a galéré à caser un créneau. C'est ouf. Mais merci pour l'invitation. Merci à toi. C'est comme tu as dit, c'est un sujet hyper important et donc on va bien en parler aujourd'hui. Oui. Tu as des belles petites questions. Donc, Mais oui. Je voulais savoir déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu fais dans la vie, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, ta profession et voilà. Ouais. Du coup, je m'appelle Aurélie Bernabo, j'ai 29 ans, bientôt 30, je suis de décembre. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Alia, qui a 4 ans et demi. Je suis psychologue intégrative, donc en vrai, j'accompagne tous les individus, hommes ou femmes, tu vois, mais j'avoue que 95% de ma patientèle, c'est des femmes. Mon but vraiment dans les accompagnements, que ce soit les accompagnements individuels, de groupe ou même ce que je fais à travers les réseaux, c'est vraiment d'aider les femmes à guérir de leur traumatisme, de leurs blessures intérieures, pour s'aimer elles-mêmes, déjà comprendre qu'elles ont de la valeur et puis avoir des relations épanouies. J'accompagne aussi les couples en thérapie pour se reconstruire quand il y a des problèmes de communication, des choses qui ne vont pas. Et puis j'organise aussi des retraites thérapeutiques depuis maintenant, ça va faire sa 2e année, où on part pendant plusieurs jours justement avec des femmes qui ont besoin de se recentrer, de se retrouver, de guérir des traumas parce que je pense que c'est important. Comme tu dis, il y a des sujets qui sont beaucoup tabous, surtout dans nos communautés, parce que 95% aussi de ma patientèle sont finalement des afrodescendantes. D'accord. Et je trouve ça génial finalement qu'on commence à se dire que nous aussi, on a besoin d'être accompagnés, que c'est important de guérir de nos traumas, des traumas transgénérationnels aussi. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. Ok, super. Et du coup, comme tu le dis, que tu as l'habitude un peu d'avoir des femmes qui ont vécu des traumas, qui peut-être sont en dépression. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on parle de la dépression postpartum, parce que du coup, Omi Moms, c'est un podcast qui se concentre un peu sur les mamans, sur les femmes en général, mais beaucoup plus sur les problématiques des mamans. Parce que moi, pour expliquer un peu pourquoi j'ai lancé le podcast, c'est quand j'étais enceinte. Déjà, j'étais enceinte super jeune, j'ai 24 ans, si tu sais pas. Et j'étais enceinte à 21. Et en fait, il y avait aucun support d'aide pour les femmes. En tout cas, il y en avait, mais c'était pour les femmes un peu plus âgées. Et quand je dis plus âgées, c'était vraiment 40 et plus, du style la maison de la maternelle, ou etc. Donc, c'était intéressant. Mais j'avais quand même besoin de me sentir... j'avais besoin d'avoir des mamans un peu dans leur jeunesse, avoir des témoignages, avoir des supports sur lesquels m'appuyer, même avoir des exemples, tu vois. Et au-delà de ça, même si j'ai quand même pris ce qu'il y avait sur le marché, entre guillemets, donc les vidéos YouTube qu'il y avait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de femmes noires donc, qui me ressemblaient. Ça veut dire que même s'il y avait un sujet qui pouvait me parler, je me sentais pas vraiment comprise ni incluse dans le débat, puisqu'il n'y avait pas forcément de femmes noires autour de la table et autour des discussions. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai monté Oh My Moms. Et par rapport à la dépression postpartum, moi, personnellement, j'en ai pas fait. Mais je sais que j'ai des proches qui en ont fait. Et du coup, je voulais voir avec toi, en tant que psychologue, déjà, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est la dépression et aussi qu'est-ce que c'est le postpartum? Parce que peut-être qu'il y a des hommes qui nous regardent qui se disent c'est quoi le postpartum? C'est après la grossesse, mais qu'est-ce que c'est? Qu'on puisse définir tout ça et comprendre un peu comment la dépression peut arriver, comment on peut l'anticiper, etc. Est-ce que tu peux nous aider déjà à définir les termes pour ceux qui comprennent pas en fait, le postpartum, toutes les femmes le vivent parce que c'est l'après-grossesse. Tu vois, c'est le moment lorsqu'on a delivered, lorsque bébé est sorti, c'est ce moment où finalement il y a un changement au niveau de nos hormones, au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Tout ça, là, cette période après l'accouchement, c'est ce qu'on appelle le postpartum. Et donc, les femmes vont naturellement être plus fatiguées, plus irritables, plus émotives. Et quand je dis plus émotives, ça veut pas forcément dire qu'elles vont plus pleurer, mais des fois plus se mettre en colère, être, tu vois, frustrées. Et c'est un moment totalement normal que toutes les femmes vont vivre. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le baby blues, qui peut apparaître entre 3 à 5 jours après l'accouchement et durer peut-être 1 semaine, tu vois. Et donc, le baby blues, c'est vraiment
le fait de se sentir un petit peu déprimé, pas trop bien. On peut être aussi très émotive, avoir un petit peu des sautes de l'humeur, être irritable, être très, 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 très fatigué, avoir envie de rien. Donc ça, c'est le baby blues. Mais finalement, après, il s'en va un peu tout seul, naturellement. Et le baby blues, beaucoup de femmes, 70% des femmes, tu vois, l'ont après l'accouchement. La dépression postpartum, elle peut arriver entre quelques semaines jusqu'à 1 an après l'accouchement. Ouais. Et tu vois, elle est vraiment liée du coup à l'accouchement. Et ça va être quand le baby... C'est un peu comme le baby blues, mais en déjà beaucoup plus long, parce que ça dure beaucoup plus longtemps, beaucoup plus ancré. Et tu vois, dans la dépression postpartum, on peut avoir des mères qui n'arrivent pas à connecter avec leur enfant. Des mères qui se sentent très distantes ou qui ont l'impression de ne pas aimer leur enfant, de ne pas le comprendre. Enfin, tu vois, il va y avoir vraiment une distance aussi avec l'enfant. Et puis, il va y avoir toujours cette fatigue énorme. Au niveau aussi émotionnel, ça va être compliqué. L'irritabilité, enfin, tout ça parce qu'au niveau... Il y a une grosse chute au niveau des hormones aussi, hein, après la grossesse. Donc, il y a des choses où, comme je disais, le baby blues, le postpartum en tant que tel, c'est normal qu'on ait des phases un petit peu compliquées. Mais la dépression postpartum, c'est vraiment quand ça s'installe, et que du coup, ça reste et on n'arrive pas à connecter, avec notre enfant, mais on s'isole aussi, finalement, du reste de notre famille, parfois de notre conjoint s'il est là ou de nos amis. Et c'est un peu les mêmes symptômes après qu'une dépression qu'on peut avoir à tout moment, tu vois. Tu vois, il y a quand même 1 femme sur 7 qui est touchée par la dépression postpartum, donc c'est hyper important d'en parler, de justement ne pas le rendre tabou, ne pas stigmatiser les femmes qui passent par la dépression en disant mais c'est parce que t'aimes pas ton enfant ou autre. C'est juste que ça peut arriver, tu vois. C'est vrai que la phrase que tu dis, t'aimes pas ton enfant, c'est un truc que j'ai un petit peu vécu, mais je pense que c'était plutôt dans mon baby blues, parce que je savais pas que c'était un baby blues, mais en gros, donc j'ai été hospitalisée après la grossesse, ce qui a fait que j'ai pas pu continuer mon chemin sur l'allaitement. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire et j'étais fatiguée, etc. Du coup, ce qui faisait que quand je suis rentrée à la maison, j'étais super fatiguée, enfin, ce qui est normal. J'avais la flemme de tout faire. Et en fait, comme mon partenaire, il avait vraiment pris en charge quand j'étais à l'hôpital et que je pouvais pas le faire, je le voyais à fond et tout, dans s'occuper du bébé. Et moi, j'étais déjà fatiguée psychologiquement. Et d'un autre côté, je me disais, mais mince, est-ce que je serais capable de gérer, de le faire? Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me dis, alors j'ai toujours aimé la maternité parce que j'ai toujours voulu être maman. Mais au moment où le bébé est sorti, déjà, je me souviens qu'à l'hôpital, j'ai dit, non, je veux plus, c'est fini. Genre, parce qu'en fait, déjà, il y a ce passage de quand t'accouches, il n'est plus en toi, tu vois. Et moi, il est là. Il est là. Et en fait, moi, j'avais trop pendant la grossesse était super bien passée. Et je lui parlais, donc on crée un lien. Et donc, quand il est sorti, ça m'a trop mal parce que je me disais, mais il est plus en moi. C'est-à-dire, c'est plus. En fait, moi, j'avais l'impression que mon bébé, c'était moi. Et je lui parlais, il était dans mon ventre, on parlait. J'arrivais à me dire que c'est un être à part entière, mais en même temps, comme il était en moi, je sais pas, c'était spécial. Et en fait, quand il est sorti, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est pas un inconnu finalement? Et ça, j'arrivais pas à assumer que je me disais, que je pensais ça. Mais en fait, je pensais vraiment ça. Je me disais, mais en fait, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, on s'est parlé pendant des mois, etc. Mais là, je dois vraiment apprendre à le connaître. Et puis en plus, comme, les enfants, ils grandissent d'une manière hyper rapide. En fait, il y avait tout le temps ce truc de mince, là, t'as changé, là, tu sais faire telle et telle chose. Donc, c'est vraiment le truc de se dire, est-ce que mon bébé est mon bébé ou bien est-ce que c'est un inconnu? Et apprendre à le connaître, apprendre aussi à le voir changer. Et c'est vrai que c'était pas évident au tout début parce que je me disais, mais c'est mon bébé, mais c'est pas moi, c'est c'est une autre personne. Et est-ce que, tu vois, on se pose beaucoup la question parce que j'en parlais beaucoup avec ma sœur et des filles autour de moi, sur cet aspect de l'instinct maternel, tu vois. T'as des filles, des fois, on se dit, est-ce que l'instinct maternel, c'est vraiment un instinct qu'on a ou est-ce que ça arrive petit à petit? Et moi, j'étais plutôt dans le truc de... j'ai des prédispositions à aimer les enfants parce que j'ai toujours aimé les enfants, mais en vrai, l'instinct maternel, il est venu petit à petit, tu vois. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est un peu un inconnu. Et même cette histoire de aimer notre bébé, je me disais, mais déjà dans l'amour, par exemple, mon compagnon, je l'ai aimé parce qu'il m'a prouvé qu'on pouvait s'aimer, etc., tu vois. Là, avec un bébé, il y a plein de choses qui sont différentes parce que tu te dis, j'ai appris à aimer des personnes avec le temps. Normalement, le bébé, ça doit être pareil, tu vois. Mais la société nous dit que ton enfant, tu dois l'aimer directement dès qu'il sort. Mais c'est grave traumatisant. L'enfant, il sort et hop, tu dois l'aimer tout de suite, tu vois. Quand je parle d'amour, c'est pas vraiment l'amour
c'est pas, enfin, bien sûr, tu vas prendre soin de lui, mais c'est vraiment créer du lien. Et moi, je t'avoue, j'ai eu du mal au tout début. Donc, je pense que j'ai fait une sorte de petit baby blues quand même. Peut-être, oui. Je pense que j'ai fait un petit baby blues, mais j'étais pas trop au courant parce que tu vois, il y a tout ce truc de. En fait, tu sais, moi, ma question, ça va être comment voir les signes de la dépression postpartum, parce que tu peux te sentir mal quelque temps. Franchement, moi, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 1 ou 2 mois. Et puis après, c'est passé. Mais déjà, comment tu vois les signes de la dépression comment on peut intégrer aussi nos familles dans ce processus-là Parce que peut-être que si nos familles commencent à pointer du doigt quelques comportements qu'on peut avoir, peuvent comprendre qu'on est en dépression. Comment ça arrive? Quels sont les signes qui peuvent nous alerter aussi? Voilà. Ouais. Déjà, c'est hyper important, je pense, de mettre les mots là, comme tu es en train de le faire, parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de mamans qui ont eu ces questionnements que tu as eu, tu vois, et qui n'ont pas osé aussi les dire parce qu'elles ont dû se dire comment ça, j'aime pas mon enfant alors que c'est le mien, etc. Quand d'autres mamans, moi, tu vois, par exemple, naturellement, quand elle y est venue, je l'ai aimée, tu vois. Je me suis pas posé toutes ces questions, mais on est tellement toutes différentes que moi, je suis persuadée que l'instinct maternel, il vient pas, en fait, naturel. Il est pas là, tu vois. Il vient au fur et à mesure et en fonction de nos personnalités, en fonction aussi de ce qui nous a été transmis, en fonction de, comme tu disais, si tu es prédisposé un petit peu à vouloir un enfant ou pas, finalement, depuis longtemps, il y a des choses qui vont venir peut-être plus facilement ou plus rapidement que d'autres. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose où tu es censé, hop, le bébé il vient et j'ai tout figured out, je sais tout faire. Tu vois, non, tu vois, pour moi, ça s'apprend au fur et à mesure. Parce qu'on n'a jamais été mère avant, en fait, tu vois. Maintenant, les signes de la dépression ou du baby blues, parce qu'en fait, dis-toi que la dépression postpartum, c'est comme un baby blues qui s'installe et qui reste, tu vois. Et c'est important de se rendre compte que, OK, là, ma femme ou ma fille ou ma cousine ou ma sœur, elle n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas comme d'habitude. OK, pourquoi? Elle vient d'accoucher, donc elle est fatiguée, c'est tout à fait normal. Est-ce que quand j'essaye de la décharger de beaucoup de choses en mode on vient faire le ménage, on vient faire les repas, on vient surveiller bébé quand il dort pour que toi tu puisses réellement dormir, parce que ça aussi, on sait très bien quand on nous dit oui, dormez pendant que bébé dort. Oui, d'accord, oui. T'es là en mode hyper vigilance. Est-ce qu'il va se réveiller? Il faut faire ci. Oui. Et en fait, des fois, on passe 1 heure à se demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dors? Est-ce que je me lave? Est-ce que je me lave les cheveux? Est-ce que je... Exactement, tu vois. Alors qu'en réalité, faire le ménage, c'est le dernier de nos soucis de base quand tu viens d'accoucher. Mais je pense que la famille, une fois qu'elle a enlevé de notre charge tout ce qui peut être fait, bah là, c'est qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'elle a un désintéressement au niveau de son bébé? Est-ce qu'elle est beaucoup plus irritable que d'habitude? Et en fait, c'est se poser ces questions-là, mais un moment après. Parce que tout ça, c'est normal après l'accouchement. 1 semaine, 1 mois après, je peux encore être irritable, je peux être dans mes émotions, je peux avoir envie de rien. Enfin, je peux aussi me poser cette question de qui est cet être humain que je porte. Pareillement, si l'allaitement il est difficile, si l'accouchement était traumatisant. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses à prendre en compte, tu vois. Et si ça perdure, c'est là que l'entourage peut se dire, OK, là, c'est des signes peut-être de quelque chose qui perdure, d'une dépression postpartum. C'est surtout comment est-ce que je l'accompagne dans tout ça, tu vois. Comment est-ce que je la soulage? Comment est-ce que je fais en sorte d'être à l'écoute? Tu vois, si le compagnon, il est là, pour moi, c'est un plus, mais énorme. Et tu vois, c'est de ne pas ramener tout à lui en disant, bah oui, mais tu me parles pas, tu me dis pas les choses, je comprends pas, je t'aide, etc. Mais c'est plutôt de comprendre que là, sa femme, elle vit, ou sa compagne vit une dépression postpartum, quelque chose de compliqué, parce que c'est pas facile de donner la vie, et tout ce qui se passe en termes de changement hormonal en nous. Et donc, OK, comment je peux la faciliter au maximum, être une épaule au maximum pour que quand finalement, elle aille mieux, enfin déjà l'aider à aller mieux pour qu'ensuite on puisse retrouver un rythme un petit peu plus harmonieux et plus calme, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est ouf parce que du coup tu parles aussi un peu de la charge mentale de la maman. On en avait parlé dans un dernier épisode avec Elsa Dubroca, c'était une sexologue qui était venue parler un peu de comment reprendre la sexualité après l'accouchement, ce qui peut être très compliqué. Mais c'est ouf parce que du coup je pense que ce qui m'a aidé et ce qui m'a du coup empêché de faire une dépression postpartum, c'est déjà que, en fait, avant, j'ai déjà fait des dépressions avant, et je m'étais dit, OK, j'ai vraiment pas envie de faire une dépression après la grossesse, donc j'étais allée voir une psychologue déjà pendant ma grossesse, parce que comme en plus j'étais enceinte très jeune, on m'avait conseillé de voir une psychologue. Et en fait, j'en ai vu une, et déjà, juste le fait de parler, franchement, elle me voyait, elle dit, Madame Lancelot, tout va bien? Je dis, oui, c'est parce que tout va bien que je viens vous voir. Donc, en fait, on parlait, j'avais quelqu'un à qui parler, à qui, vraiment, c'était
c'était bizarre parce que j'y allais sans avoir de problématique, mais je lui disais tout le temps, oui, mais madame, je préfère venir, elle était trop contente, je disais, je préfère venir vous voir quand ça va plutôt que quand ça va pas. Comme ça, au moins, si jamais vous voyez des petits trucs, vous pouvez me dire, attention, Joanne, travaillez sur ça, etc. Et du coup, je l'avais vu peut-être 2 ou 3 fois. Et c'est celle qui m'avait suivie aussi à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, on n'était pas du tout au courant que j'allais rester 2 semaines en soins intensifs. Et en fait, c'est la même qui venait me voir en soins intensifs, qui venait me parler, me dire ça va aller, Madame Lancelot, vous allez sortir, etc. Et c'est la même aussi, du coup, qui m'a suivie un petit peu après, parce qu'elle m'appelait régulièrement. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée déjà parce que j'avais quelqu'un qui s'inquiétait pour moi, qui me parlait régulièrement. Et au-delà de ça, quand j'ai commencé à pas trop me sentir bien, déjà, le partenaire, il était à fond dans tout ce qu'il y avait à faire, dans les tâches, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup... Enfin, tu vois, quand tu parles de ménage, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, est-ce que la maison est sale en postpartum? Parce que du coup, j'avoue, il est un peu maniaque. Ça aide. Mais ça aide. Oui. Ça aide. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'esprit libre pour déjà me reposer, reprendre ma santé aussi, parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Et surtout, la famille, elle s'est tellement mobilisée, parce que quand j'ai été en soins intensifs, je pense que ça a fait peur à tout le monde. Et les gens se sont vraiment mobilisés pour garder le bébé, pour venir le récupérer, parce que du coup, le papa, il était un peu papa solo, j'avoue, pendant 2-3 semaines. Et même pour lui, parce qu'il avait enchaîné, je crois, les 2 semaines où j'étais en soins intensifs, les nuits et tout avec le bébé. T'avais la pouponnière qui nous proposait régulièrement de garder le bébé. Donc je pense que ça nous a aidés, même à lui, pas tomber en dépression et moi pas tomber en dépression. Mais c'est vrai que comment on peut faire, par exemple, quand t'as pas de partenaire, quand t'as décidé de faire une grossesse seule, parce que c'est vrai qu'avoir de l'aide du partenaire, ça peut être bien, mais est-ce que, je sais pas, t'as des patientes qui ont pu s'en sortir sans dépression et sans partenaire, du coup, comment on pourrait les aider, ces femmes-là qui ont personne autour d'elles, tu vois? En fait, tu vois, c'est hyper important de comprendre, tu vois, il y a une expression qui dit, peut-être je vais mal la dire, mais en gros, un enfant, ça s'élève avec tout un village. Ah oui, il faut tout un village pour élever un enfant. Voilà, c'est ça. Sorry. Et cette expression, elle est réelle, tu vois, dans le sens où c'est beaucoup plus facile quand il y a moi, il y a mon partenaire, il y a ma mère, il y a ma belle-mère, il y a mes amis proches, il y a mes sœurs. C'est tellement plus facile que quand finalement on est toute seule, tu vois. Sauf que parfois, c'est pas la réalité, tu vois. De toutes les femmes. Et des fois, on peut être aussi, moi c'était mon cas, on peut être marié, avoir un partenaire et finalement ne pas vraiment le sentir là, tu vois. Et donc, être encore plus submergé. Mais je pense que c'est important déjà de se dire que c'est OK si je vais pas bien. Parce qu'en fait, bébé, il a besoin d'une maman qui est le plus honnête possible avec elle-même. Et donc, si je vais pas bien, c'est reconnaître que je vais pas bien et donc d'essayer de me faire accompagner, de me faire aider et d'en parler pour aller mieux après pour bébé, tu vois. Très important aussi dans cette période de parler à bébé, d'expliquer ce qui se passe et de lui faire comprendre que, en fait, c'est pas tant lui, là, le problème, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression que toi et bébé, vous étiez la même personne. Pour bébé, c'est le cas. Hein. Jusqu'à 4-6 mois, pour bébé, vous êtes exactement la même personne. C'est juste un prolongement de ta personne, tu vois. Et donc, il va ressentir tout ce que tu ressens, tu vois. Et donc, c'est important de mettre des mots sur ce que tu ressens. On a longtemps cru, et surtout dans nos communautés, qu'un enfant, c'est qu'un enfant. Et donc... Qui comprend pas. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de lui parler, on n'a pas besoin de lui dire les choses parce qu'il comprend pas. Un enfant comprend tout. Et en fait, le problème, c'est qu'il ressent tout, surtout. Et donc, quand on met pas les mots dessus, il ressent des choses, mais il comprend pas pourquoi. Et donc, ça va créer des fois des enfants qui vont beaucoup pleurer et on va pas comprendre comment les calmer. Ça va créer des enfants angoissés, des enfants anxieux parce qu'en fait, ils vont ressentir l'angoisse ou l'anxiété de la maman. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Et ensuite, savoir que si j'ai pas de partenaire, est-ce que j'ai des amis sur qui je peux réellement compter? Genre une meilleure amie, 2 meilleures amies. Est-ce que j'ai ma sœur? Est-ce que j'ai ma maman? Est-ce que, tu vois, genre... Et ne pas avoir honte de demander de l'aide. Ne pas avoir honte de demander à ta mère de venir faire à manger, de te faire des tupperwares, de faire le ménage. Si financièrement, c'est possible de faire venir une femme de ménage, des fois, il y en a des pas chères. 1 fois par semaine. Tout ça, en fait, de ne pas hésiter. De ne pas hésiter aussi avec les aides. La ville, des fois, propose des aides quand financièrement, on n'est pas non plus... Je crois que la PMI, elle propose... c'est avec la PMI, en fait, que moi, j'avais tu vois, la psychologue. Et des aides vraiment qui soulagent un petit peu la maman. Tu vois. Alors, attention, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un partenaire qui, comme toi, fait le ménage. T'as même pas de souci de ce ménage, mais en fait...
à un moment donné, c'est prioriser. Ouais. Le plus important, c'est pas ma maison. S'il y a des gens qui doivent venir dans ma maison et juger l'état de ma maison, c'est que ces gens-là sont pas welcome dans ma maison. Ok. Franchement. Mais le plus important, c'est moi. Ouais. C'est même pas est-ce que je suis douchée ou pas, c'est est-ce que j'ai dormi. et il peut y avoir des mamans qui, pendant un moment, elles font que ça. Ouais. Elles dorment, elles se nourrissent, elles nourrissent bébé. Et c'est difficile. Mais au moins, elles appellent leur copine vient et elles sont un soutien. Et justement, elles font ce truc avec elles de vas-y, t'inquiète, dors. Ouais. Moi, je gère bébé quand il a ses petits temps d'éveil ou moi, je fais le ménage, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis, alors, après, effectivement, tu vois, la dépression postpartum, elle va venir davantage si déjà tu as eu des antécédents de dépression, d'anxiété, tu vois. Elle va aussi venir davantage si tu es solo, si tu es un petit peu isolé, si tu n'as pas de partenaire, si ta famille, elle n'est pas forcément là, si tu n'as pas forcément d'amis. Donc, c'est plus... En fait, tu es plus à même d'avoir cette dépression, tu vois, postpartum. Et encore une fois, c'est OK. J'aime dire que c'est OK dans le sens où c'est pas toi qui as mal fait quelque chose, tu vois. C'est pour ça que c'est mieux pour prévenir d'être entouré pendant la grossesse. Comme tu le dis, des fois, il y en a qui choisissent d'avoir un parcours de grossesse solo. Parfois, elles l'ont pas choisi, le partenaire, ça a dû s'arrêter là. Mais de se dire, OK, je vais pas non plus m'isoler. Je vais vraiment essayer de maintenir mon groupe d'amis avec ma famille. S'il faut, des fois, pendant la grossesse, si on s'entend bien avec nos parents, aller là-bas de temps en temps, aller chez notre sœur, chez notre meilleure amie. Enfin, ça peut aider, en fait, tu vois, mais de vraiment prévenir au maximum de ne pas s'isoler. Et puis de continuer à penser à soi, à faire des choses qui sont importantes pour soi, continuer à parler aussi. C'est hyper important de pas tout garder, de pas avoir honte. Ça, c'est des choses qui peuvent aider et prévenir, tu vois. Et quand on a un partenaire, c'est que le partenaire soit au taquet et comprenne qu'il a une vraie responsabilité. C'est pas une aide qu'il vient faire, mais au contraire, c'est les charges, elles sont partagées. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est ouf que tu parles de ça parce qu'en vrai, le fait d'avoir un partenaire n'empêche pas la dépression. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu aussi des choses, des partenaires peut-être un peu moins présents, etc., dans la vie de certains de mes proches. Et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en vrai, ton partenaire, il peut faire le succès de ta maternité. Vraiment. Ou totalement l'inverse. Ouais, l'échec. Le fait l'échec, tu vois. Je me souviens, je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma peau parce que j'avais perdu tout mon poids de grossesse et après j'ai tout repris parce que le postpartum, moi je pensais que c'était 4 mois, mais en fait le postpartum il a duré 1 an parce que t'as le temps de récupérer ton corps, les hormones, et même aujourd'hui j'ai pas l'impression que mes hormones sont à 100% remises parce qu'en plus j'ai la contraception. Oui, j'allais dire nos hormones sont jamais, tu vois, ça c'est jamais au même stade parce qu'on est en fait, on est cyclique, tu vois. C'est ça, là où les hommes, c'est toujours la même ligne. Nous, on est vraiment cyclique et c'est important. Et en fonction de chaque femme, le postpartum, il peut durer d'une durée différente, tu vois. Et ça aussi, c'est important de savoir. Exactement. Parce que souvent, les gens, ils disent... parce que moi, j'aime bien dire, oui, mon postpartum, et je le disais, franchement, je l'ai dit jusqu'à il y a quelques mois, le postpartum, je suis en postpartum, etc. Non, mais le postpartum... Et t'as certaines personnes qui disent, ma belle, c'est bon, il y a plus en postpartum. Et en fait, moi, c'est très psychologique de dire mon postpartum parce que déjà, t'as tous cet aspect de avant la grossesse, j'étais quelqu'un. Pendant la grossesse, j'étais quelqu'un. Et après la grossesse, je suis une autre personne. Donc, t'as vraiment ce truc psychologique de se dire... Enfin, il y a des choses qui appartiennent un peu à la femme. Tu vois, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, c'est vraiment pour moi, en tout cas, des mots qui sont importants. Et aujourd'hui, je dis plus que je suis en postpartum, mais c'est un jour où j'ai décidé, OK, là, je décide que mon postpartum est fini. Et justement, le jour où j'ai dit, OK, je trouve que mon postpartum est fini, c'est quand j'ai commencé à reprendre le sport, quand j'ai commencé à me dire, OK, je suis prête à me reprendre soin de moi, à me ressentir bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un moment où, parce que j'ai gardé mon fils, pendant, en gros, de ses 0 à 6 mois, je l'ai gardé tout le temps. Okay. Et je l'ai laissé à partir de 3 mois, un jour seulement à la nourrice, pour avoir un jour pour souffler, tu vois. Et du coup, les jours où je l'ai laissé chez la nourrice, c'était le jour où fallait pas que papa me demande de faire le ménage, fallait qu'il me demande rien, c'était ma journée, tu vois. Et j'allais souvent me promener ou prendre un petit brunch et ça me faisait du bien. Mais j'étais pas encore prête à reprendre le sport. Et en fait, le jour où j'ai repris le sport, je me suis dit, OK, là, mon postpartum, il est fini. Et le fait de pouvoir, tu sais, avoir ta propre histoire, dire oui, dire non, choisir quand c'est fini, quand c'est pas fini, je trouve que ça aide aussi à se sentir bien parce que souvent, c'est les gens qui décident, tu vois. Dans nos communautés afro, par exemple, et je pense que c'est différent quand t'es en France et quand t'es en Afrique parce qu'en Afrique, une femme, elle est jamais seule, tu vois. Elle est jamais seule, t'as toujours...
les mamans, les tatas qui viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois garder le bébé, elle n'a rien, enfin, elle a le droit de rien faire. En France, je trouve que c'est un peu différent selon les familles. Oui. Moi, je sais que ma belle-mère, elle voulait venir et tout. C'est moi qui lui ai dit non, ça va aller. Paquette. Je vais te déposer le petit et tout. Parce qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, que les gens soient chez nous tout le temps. En tout cas, pour les enfants qui sont nés en France, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Mais c'est vrai que du coup, ça a créé le fait qu'aujourd'hui, quand tu demandes de l'aide ou en tout cas quand tu exprimes une souffrance, on te dit oui, mais c'est toi la mère. C'est ton rôle. Tu l'as voulu, cet tu enfant, non? Tu l'assumes, dis donc. Ah, donc tu l'assumes, dis donc. Et surtout, moi, avec mon âge, il y a certaines personnes, fallait pas que je me plaigne. Mais ma belle, qui t'a demandé, qui t'a dit de le faire, tu pouvais faire, autre chose. Alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir, tu vois. J'ai le droit de dire que je suis fatiguée et j'ai le droit d'avoir voulu garder mon bébé d'amour, tu vois. Mais vraiment, vraiment. Donc, Mais je pense que c'est important que t'en parles parce que même, tu vois, effectivement, en Afrique, c'est différent parce que, comme tu dis, à un moment, tu as dit, on a le droit de rien faire. Et tu vois, même ça, des fois, je trouve que c'est important de trouver aussi le bon équilibre parce que pour une maman, ça peut être aussi tellement frustrant. Prends ton bébé. Seigneur. L'enfant, tu l'as même pas eu. Je te dis. Et c'est vrai que dans beaucoup, les 3 premiers mois, c'est la famille qui s'en occupe. Et en fait, c'est fait d'une intention tellement bonne pour t'aider à te reposer, à te remettre. Et donc, les mamans aussi s'occupent de toi. Elles te font les massages sur le ventre, le beurre de karité, elles serrent avec le pagne, etc. Et c'est d'une belle intention. Mais je pense que c'est important, et comme tu le disais, chaque femme est différente, de se réapproprier ces moments. Son corps, exactement, ces moments, son corps, son bébé, la relation qu'on veut construire. Parce que tu vois, toi, par exemple, tu as voulu rester 6 mois avec ton bébé. C'était important pour toi. Impossible que je le laisse mais c'est... Tu vois? Ah, j'ai pleuré, hein. Alors que d'autres, c'est impossible. Moi, je me rappelle que j'ai repris les cours, mon master, juste après avoir accouché. Et je pense que j'ai dû laisser Alia au bout de 2 mois et demi. Et vraiment, je l'ai laissée, je crois, 2 ou 3 jours dans la semaine parce que j'avais des cours la journée et des cours le soir. Et donc, quand j'avais le soir, je la gardais. Mais la première fois, c'était horrible. Je me suis dit... T'as pleuré. En fait, j'étais horrible. Il faut mal. te focus. Et en fait, j'étais en battle dans mon esprit, dans le sens où tu sais pourquoi tu fais ça, tu reprends tes études, c'est important, etc. J'étais en mode, mon petit bébé d'amour. Bah oui. Mais tu vois, je trouve qu'à ce moment-là, l'assistante maternelle, pour moi, elle a été formidable parce qu'elle m'envoyait toujours des photos, des vidéos, tu vois. Et ça, je pense que j'aurais pas pu sans ça, tu vois. La journée, j'étais en mode, elle va bien, tu vois. Mais en fait, t'as cette culpabilité, mais l'envie d'être heureuse et de faire tes projets. Mais c'est ça, en fait. C'est ouf parce que t'as cette dualité entre les deux et il y a rien qui est mauvais en soi. Il y a rien qui est mauvais. Mais je pense qu'il faut le dire que quand on devient mère, la culpabilité vient avec l'enfant, tu vois. J'ai l'impression. C'est que t'es tout le temps là à te demander, même si tu sais, moi en tant que psychologue, tu vois, et j'encourage les femmes à ça, à se retrouver en tant que femme, à se retrouver dans leur couple, en fait, à ne pas se plonger seulement dans leur rôle de mère, parce que malheureusement, j'en vois beaucoup qui font ça. Mais je sais aussi à quel point ça peut être, comme tu disais, cette ambivalence aussi de je sais que je dois me développer, grandir, continuer à me trouver moi en tant que maman, mais quand je dépose mon enfant, elle me manque, tu vois. Je pourrais être avec elle à faire. Donc, je pense que c'est trouver le bon équilibre et se dire qu'on fait vraiment de notre mieux, en fait. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, se laisser le temps. Exactement. Et s'autoriser à se plaindre, en fait. À se plaindre, Et avoir un groupe à qui on peut le faire, je pense. Parce que si t'as des personnes qui tout le temps te disent c'est bon, tu l'as choisi cet enfant, personne t'a forcé à le garder, tu vois. Merci bien, au revoir. De ouf. Tu vois. Mais je pense, du coup, que... Enfin, c'est ouf parce qu'en fait, la dépression, c'est pas juste lié à la femme, mais ça peut aussi être lié à l'entourage. Parce que la phrase que tu as dit là, moi, je l'ai déjà entendue, pas forcément pour moi, mais je sais que tu as des gens qui pensent souvent que quand tu as un enfant, tu es une super-héros et du coup, tu dois assumer. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure parce que déjà, dans la grossesse, t'as des amis qui commencent à se révéler. Après, pendant la grossesse aussi, et après aussi. Et du coup, c'est ouf parce que déjà, ça fait mal au cœur de se dire que pendant une période super importante de ta vie, t'as un peu des gens qui changent, etc. Peut-être parce que tu es une nouvelle personne, t'agis différemment, ou juste parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément aussi bienveillantes que tu le pensais. Mais c'est ouf parce que en tant que femme, la grossesse, c'est un moment qui est censé être super important, tu vois. Mais justement, il y a quand même des personnes qui se révèlent un peu au fur et à mesure.
Et c'est pas évident. Et je pense que ça peut faire partie aussi de la dépression de certaines qui peuvent voir des amis changer, peuvent... tu sais, des fois, tu te dis, quand je vais être enceinte, je vais être entourée, je vais être épaulée, et puis tu vois, les gens font rien, tu vois. Moi, je sais qu'il y a une de mes potes, on s'aime d'amour, mais je lui ai dit, quand tu viens chez moi pendant que je suis enceinte, tu viens pas te poser. Parce qu'en fait, elle avait tellement l'habitude que ce soit moi qui lui fasse à manger, que je m'occupe d'elle, parce que j'adore, enfin, je suis très comme ça, tu vois. Elle vient, je lui dis, tu fais rien, assieds-toi, on regarde la télé, qu'en fait, pendant que j'étais enceinte, et après, elle agissait pareil, parce que pour elle, c'était une habitude, tu vois. Je comprends. Et en fait, en postpartum, moi, je lui disais, OK, tu peux venir à la maison, par contre, je vais pas cuisiner. Tu vois. Et pour moi, c'était logique, mais pour elle, en fait, qui n'a pas forcément d'enfant, qui n'a jamais eu ce truc de grossesse, etc., qui ne s'y connaît pas, parce que, en fait, je suis la première de mes copines à avoir été enceinte. C'était pas aussi logique, facile et logique, tu vois. On a eu une conversation, elle a compris, après ça s'est bien passé, mais t'en as d'autres qui peuvent ne pas comprendre, tu vois, et continuer leurs mauvaises habitudes. Et là, c'est à la maman qui est déjà en plein postpartum de mettre fin à des relations. Donc, je pense que c'est pour ça que des fois, en tant que femme, tu te sens pas forcément bien, ni comprise et écoutée, parce que ton entourage ne s'adapte pas à toi, tu vois. On pense que c'est la femme enceinte qui doit s'adapter, mais finalement, j'ai l'impression aussi que notre famille, comme on parlait du village, doit s'adapter à nous. Et en tout cas, s'ils nous aiment vraiment, au moins faire certains efforts, changer des comportements. Tu viens chez moi, franchement, si tu vois ma maison, elle est dégueulasse, aide-moi, s'il te plaît. Et moi, j'ai dit à mes copines, parce que je suis la seule de mes copines qui est enceinte. Ma sœur et moi, on est tombées enceintes en même temps. On se voit pas tout le temps, tu vois. Et mes copines, je leur ai dit, mais les filles, le jour où vous allez être enceinte, vous allez comprendre. Et moi, le jour où vous serez enceinte, je viendrai tous les jours chez vous, déjà pour alléger votre mec, parce qu'il y en a, elles ont des gros caractères. Et deuxièmement, juste pour t'aider à faire le ménage, te masser, passer du temps avec toi, t'écouter. Des fois, on n'a pas envie de parler à notre mec, tu vois. On n'a pas envie de le voir. Moi, je sais que, j'ai eu une grossesse bien, dans le sens où j'avais un élan d'amour, etc. Mais je sais qu'il y en a certaines, c'est pas comme ça. Elles veulent plus le voir. L'odeur, ça les dégoûte. Donc, quand c'est comme ça, t'as besoin d'être entourée, tu vois, comme tu disais au départ. Donc, cet aspect de perdre des gens pendant la grossesse, je pense que ça peut faire partie aussi de c'est vrai que ça va accentuer s'il y a d'autres facteurs. Ça, c'est sûr que c'est un facteur qui va pas aider, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai que... Après, comme tu le dis, c'est pas forcément logique, même si pour moi, ça devrait l'être. Ça devrait être logique pour une femme de se dire, et même pour un homme, mais de se dire, elle traverse une période différente, elle porte un enfant. Tu vois, juste ça, elle porte un enfant. Donc, le poids, déjà... même si l'enfant il est petit, tu vois, c'est difficile parfois de se déplacer, c'est la flemme, c'est la fatigue, il y a plein de choses. Donc évidemment, moi, tu viens, je reste assise dans mon canapé. Normal. Après, je sais que moi, j'ai fait partie de ces femmes qui ont continué coûte que coûte. Et j'espère que ma deuxième grossesse se passera pas comme ça. Mais des fois, t'as pas le choix. Donc j'entends que tu fais. Mais c'est sûr que pour moi, quand des amis viennent ou de la famille, c'est pour t'aider, tu vois. Certes, on peut te chatter, rigoler et tout, il y a aucun souci, mais frotte des assiettes pendant que ou viens avec à manger, finalement, tu vois, fais quelque chose, même si, parce que tu vois, tu le disais, toi, t'es de nature très serviable, attentionnée, etc. Il y a des personnes qui sont pas comme ça naturellement, et je peux l'entendre, et leur langage de l'amour, ça va être différent. Mais donc, du coup, montre-moi avec ton langage de l'amour que tu veux m'aider, quitte à me poser des questions. T'as besoin de quoi, là? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je t'apporte quoi? T'as besoin... Tu vois, t'as besoin d'un café, t'as besoin de ci, t'as besoin... Mais montre que je compte. Et je pense que cette période aussi de grossesse et toutes ces périodes de changement, ils sont importants aussi pour faire le tri. Tu vois, parce que qui est-ce que tu veux autour de ton enfant après? C'est ça. Mais cette phrase, qui est-ce que tu veux autour de ton enfant? Elle est vraiment... Parce que des fois, même certains membres de ta famille, tu ne les veux pas autour de ton enfant. Et tu mets des distances. Je pense qu'il faut dire que c'est OK. On n'est pas obligé, pareil en salle d'accouchement, tout le monde n'est pas obligé de venir, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de se dire que peut-être que j'ai pas su me protéger moi parce que c'est la famille, parce que... Mais viens, je vais protéger mon enfant. Et je vais faire en sorte qu'il ne côtoie pas certaines personnes qui sont pas forcément hyper bienveillantes. Et pas répéter les traumas. Exactement. Non, mais t'as raison. Et... du coup, par rapport, parce qu'on en parlait tout à l'heure, parce que on a parlé de la famille, on a parlé du compagnon, mais le bébé. Pour certaines qui peuvent se dire, tu sais, je t'avais dit au début, oui, bon, il est là, mais bon, faut apprendre à le connaître, faut l'aimer. Pour certaines qui arrivent peut-être pas à l'aimer tout de suite, quel conseil on pourrait donner à une maman, par exemple, qui est en pleine dépression postpartum, mais qui, pour elle, du coup, sa dépression postpartum passe par le fait qu'elle n'a pas de connexion avec le bébé.
T'avais dit tout à l'heure parler un peu à l'enfant, etc. Est-ce que on a d'autres conseils à donner peut-être à ces femmes-là qui ont vraiment du coup peut-être un problème qui s'est plus basé sur le bébé, peut-être parce qu'il y avait des traumas avant ou quoi. Est-ce que à partir de ce moment-là, à quel moment il faut consulter, et est-ce que ça c'est un moment où il faut consulter? Parce que moi, pour être totalement honnête avec toi, je pense que de toute façon on a tous vécu ça. T'es fatigué, t'as des pleurs, t'as des machins. Un jour, je me suis dit, mais est-ce que mon bébé... Genre, j'étais dans les escaliers, je montais les escaliers et je me dis, mais si je le fais tomber là, genre, il se passe quoi, tu vois? Et j'en ai parlé à mon mari parce que je me suis dit, c'est dinguerie d'avoir pensé ça. Mais il y en a, non. pas toutes, mais il y en a, c'est normal. C'est normal, j'ai vu parce qu'il s'était beaucoup intéressé sur Internet. Il s'était beaucoup intéressé. Il avait regardé des trucs sur Internet et tout pour m'aider. Vraiment, lui... C'est génial, parce que d'autres auraient pu flipper et dire c'est pas normal, c'est bizarre, alors que non, tu vois. Il m'avait dit que d'après les spécialistes, une maman qui conscientise le fait de « Ah mince, je monte l'escalier, si le bébé il tombe, je fais quoi ?» c'est une maman en fait justement qui a conscience des dangers. Or, le danger, c'est de se dire... Tu te poses pas la question et un jour tu balances le bébé par la fenêtre. Enfin bref, je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais par rapport à ça, parce que des fois je culpabilise toujours d'avoir pensé ça, genre au tout début du postpartum, tu sais, quand tu dors pas. Enfin, nous on avait enchaîné quand même. En vrai, mon bébé là, il a donc 1 an et demi. Il a commencé à dormir, c'est-à-dire faire des nuits complètes, il y a 2 mois. Ça veut dire que ça fait que 2 mois. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Tu m'étonnes. Mais ça fait que 2 mois du coup que papa et moi on dort vraiment genre il fait ses nuits de 21h à 6h30 du matin. Mais sinon, avant ça, l'enfant ne faisait pas ses nuits. À 1 an, il faisait pas ses nuits. C'est-à-dire, il se réveillait 3-4 fois par nuit. Et du coup, on alternait avec le papa. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça commençait à être difficile parce que tu dors pas. Bien sûr. T'es obligé de te réveiller 4 fois par nuit, se rendormir, c'est compliqué. À un moment, tu peux être un câble. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai dit au papa, ne compte plus sur moi pour faire les nuits. C'est pas, parce que vraiment, bien sûr, t'en peux plus après. J'en pouvais plus. Donc, il faut la journée assurée, en fait. C'est ça. Et après, il faut aller au travail, il faut assurer, etc. Et je sais que lui, je sais pas comment il a fait, mais il avait plus de capacité que moi de faire les nuits. Moi, j'en pouvais plus. Mais qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Et, j'ai posé plein de questions en même temps, mais comment faut consulter? Bref, t'as compris. Je pense que déjà, on peut commencer à consulter dès le début. Dès qu'on voit que le baby blues, finalement, il s'installe, il perdure. On n'est pas obligé d'attendre de se dire... si je balance mon bébé par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe pour consulter. On peut consulter bien avant, quand on sent qu'il y a un petit désintéressement, quand on n'arrive plus, on n'a plus envie de rien, on peut consulter. On peut aussi consulter justement quand on a ces pensées qui, encore une fois, elles sont pas alarmantes dans le sens « Oh mon Dieu, elle veut tuer son enfant ». C'est pas du tout ça. C'est des pensées qui peuvent arriver chez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes mamans qui justement... ne dorment pas, n'en peuvent plus, etc. C'est des pensées qui peuvent venir. Et aussi, tout va dépendre comment la pensée est tournée. Mais sinon, ça peut être, comme tu disais, juste tu conscientises qu'il y a des dangers. Et donc, l'hypervigilance des mamans où tout est « Oh mon Dieu, attention, il peut se blesser. » Voilà, quand je traversais la route, c'est une voiture qui nous renverse. Là, maintenant. Qu'est-ce que je fais? Comment je le protège? Je le lance et moi, je cours, j'arrête la voiture. Mais ça, on en a tous. Mais tu vois, ça, c'est vraiment... Oui, mais on n'en parle pas assez. Mais justement, on n'en parle pas assez, tu vois. Je comprends. C'est totalement vrai. Et c'est dommage parce que du coup, ça peut faire culpabiliser des mamans, alors qu'en vrai, c'est vraiment les pensées de « Ok, je vois le danger partout », ce qu'on va appeler hypervigilance. Après, il y a des mamans, par contre, qui ont ces pensées de « J'en peux plus ». Donc, si je le balance, il va se taire. Ou tu vois, même si je le secoue, peut-être qu'il va se taire. C'est que des pensées, elles le font pas. Et encore une fois, c'est OK dans le sens où c'est pas alarmant, tu veux pas tuer ton enfant, c'est pas ça. C'est juste que c'est des pensées qui peuvent... c'est la fatigue accumulée. Exactement, et qui peuvent arriver avec la dépression aussi postpartum. Et en fait, c'est important déjà de consulter. C'est important, ces moments-là, de s'autoriser à déposer bébé. Il vaut mieux que bébé pleure. On lui dit, je suis désolée, mais là, j'y arrive pas. Je change de pièce le temps. Parce que des fois, on est toute seule. Des fois, il n'y a pas papa, des fois, il n'y a personne. Et donc, de se dire, je vais passer de l'eau sur mon visage, je vais boire un verre d'eau, j'écoute une musique. Et des fois, de se calmer et ensuite de revenir vers bébé. Parce que bébé, il va sentir comment on est. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des bébés qui pleurent parce qu'ils ressentent que maman n'est pas bien, tu vois. Et ensuite, ça va être aussi, au fur et à mesure, d'essayer de connecter avec bébé exactement comme on connecterait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire, OK, moi, c'est maman. Toi, c'est Luna, par exemple. Et donc, on va apprendre à se connaître. Là, c'est difficile pour moi parce que, en fait, t'étais dans mon ventre pendant 9 mois et là, je te connais pas, je sais pas ce que t'aimes, mais je vais apprendre, tu vois. Et donc, de dire, on va s'observer. Et donc, d'avoir des moments où, des fois, on est juste couché à côté de bébé.
et on l'observe. Et parce qu'on observe bébé qui découvre, parce qu'on observe bébé qui a des mouvements, parce qu'on observe bébé qui dort des fois, bah, on apprend, on développe des sentiments, on développe de l'amour pour lui. Exactement. Ouais. Et c'est OK de se dire ça, d'avoir des petites musiques en fond qu'on aime bien et de dire, bébé, bah, tu vois, ça, c'est une chanson que maman, elle aime beaucoup, donc je vais te le partager. Et en fait, de se dire que c'est OK aussi d'avoir ce processus de connexion et d'apprentissage de l'autre. Parce que c'est vrai que pour bébé, on est la même personne, mais pour maman, on l'est pas, tu vois, à certains moments. Et donc, il y a pour des mamans, comme tu disais, où c'est compliqué de créer le lien. Ouais. Et c'est OK. Mais de se dire, bah, je vais apprendre à le faire. Et puis, quand papa arrive, s'il y a papa, ou quand la meilleure amie arrive, ou quand maman... Enfin bref, quand l'autre arrive, de se dire, bah là, je te laisse avec un tel, parce que bah, j'ai besoin aussi de me ressourcer. Mais je veux vraiment apprendre à t'aimer. Tu vois, et de le dire que j'ai vraiment envie. Ouais. Exactement, tu vois. C'est vrai que beaucoup de fois, tu peux te dire ça à toi-même. Et comme tu gardes tellement de choses enfouies en toi, bah, t'arrives pas en fait. C'est ouf, à lui parler et lui dire les choses. Et après, de toute façon, je me dis qu'avec le temps, parce que là, il va avoir 2 ans, il fait ses nuits, les problèmes d'avant, ils sont plus là. Et même si, j'ai pas fait de dépression postpartum, je me dis, que c'est important de dire aux femmes que ça dure pas toute la vie, en fait. Ouais. Le manque de sommeil, le fait que tu te trouves grosse, que tu te trouves moche, que ton corps ne ressemble pas à ce que tu veux, et les seins qui tombent, parce que ça aussi, les seins qui tombent, bref, on va pas parler de boobs, mais c'était un gros truc, ça veut dire, mais ça, il tombe, mais en fait, tu dis que ça va durer toute la vie et que tu n'auras pas ce moment où tu vas te retrouver. Et puis, plus le temps passe, plus tu te retrouves toi-même, plus tu vas mieux. Donc, je trouve que c'est important de dire aux femmes que ça va passer. Mais c'est important de mettre des mots. Oui, et qu'on est toutes différentes aussi parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai pris très peu de poids pendant la grossesse, mais parce que je vomissais tout le temps. T'as fait, comment on appelle ça, le symptôme là, des mamans qui vomissent tout le temps? Ouh là là, j'ai perdu. T'as pris un médicament, non, pour... Non, parce qu'en fait, il y a vraiment rien qui fonctionnait. Ah. Je gardais pas vraiment ce que je mangeais. Ouais. On a voulu me faire boire, tu sais, le gingembre, tout ça, horrible, là, voilà. Et Alia, quand elle est née, elle était crevette, tu vois, elle est née à 2 kg 270, tu vois, vraiment. Donc, à ce niveau-là, j'ai eu 0 déchirure, rien. Ouais. Mais du coup, j'avais un petit ventre, je suis quelqu'un de très mince de base, donc j'ai vite reperdu. Et j'ai pas connu la dépression postpartum, mais il y a plein d'autres choses qui sont venues, tu vois, mais à un moment donné, tu vois, je me suis questionnée, je me suis un peu sentie coupable de pourquoi moi je vis pas comme les autres mamans. Oui. En vrai, parce que j'avoue que moi j'ai pas super bien vécu ma grossesse, tu vois, mais l'après, mon accouchement et l'après, certes c'était un peu compliqué parce qu'Alia, elle a dû être on a dû être séparés, elle a dû aller sous couveuse et tout, voilà les lumières pendant plusieurs jours, mais après, je sais que j'ai pas vécu comme certaines mamans ont pu le vivre, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie coupable, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal, etc. Et tu vois, et même en tant que psy, tu vois, je me suis posé la question. Et en fait, après, je me suis dit, mais non, c'est vraiment chaque maman est différente. Exactement, on vit les choses différemment. Et je pense qu'il est important, c'est comme tu dis, d'en parler, de parler de toutes ces différences et d'enlever le tabou qu'il y a derrière ces choses. Ça. Tu vois, tu parles des seins qui tombent. Moi, je pensais pas que j'allais le vivre vu que j'avais des tout petits seins de base. Et je pense que c'est des choses où on va se connecter, on va se retrouver dans la culpabilité, genre, voilà. Et c'est OK aussi d'accepter que l'autre ait vécu différemment, de pas être dans le jugement, d'accueillir finalement le discours de l'autre, le vécu de l'autre, dans l'amour, la bienveillance, tu vois, et de vraiment poser des mots. Et d'ailleurs, merci parce que tu vois que avec tes podcasts, c'est hyper important parce que tu t'aides les mamans aussi à poser des mots. Et je pense que de se dire qu'on a chacun notre vécu et que c'est OK, tu vois, c'est OK de vivre le postpartum d'une manière ou d'une autre, de vivre la dépression postpartum, de vivre le baby blues comme toi tu l'as vécu. Et puis, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est important, cette notion de choix, où toi, tu as choisi de t'approprier ça, de dire, bon, OK, maintenant c'est fini. Tu vois, parce que moi, j'ai choisi, et pas parce que quelqu'un m'a dit, c'est bon, tu t'arrêtes maintenant. Tu t'arrêtes, ma belle, en fait. Voilà, ça commence à durer. Il a un an maintenant. Oui, grave. Alors que non, parce qu'il y a plein de changements, tu vois, et à ton rythme, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important de dire aux femmes que c'est à votre rythme, et d'accepter de vous faire aider aussi, c'est hyper important. Non, mais je suis d'accord, et surtout ce truc de... J'ai l'impression que la maternité, ça révèle des choses. Vraiment. Et des fois, du coup, ça appuie sur des boutons. Peut-être que toi, ça n'a pas appuyé sur certains boutons. Mais sur d'autres, en fait. Boutons. Exactement. Et ce qui est ouf, c'est que
en tant que femme, on est toutes ensemble, on a chacun nos traumas, chacun nos bagages. Il y a des mamans qui ont moins de traumas, entre guillemets, il y en a d'autres qui en ont un peu plus. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais l'idée, c'est qu'on a chacun nos valises. Et ce qui est grave cool, c'est de pouvoir se dire, par exemple, avec ma sœur, comme on a vécu notre grossesse en même temps, c'était tellement bien. Jo, là, moi, j'ai ça. Est-ce que toi, t'as ça? Ah non, moi, j'ai pas ça, mais toi, t'as ça. Et c'est trop bien parce que du coup, t'es plus, comme on en parlait, seule, mais t'es entourée. Et ce serait pas mal de pouvoir... tu sais, j'ai l'impression, je pense que toi, t'en fais de toute façon des retraites entre femmes, etc. Mais avoir des trucs où vraiment, c'est le moment des femmes, où elles sont ensemble, où elles parlent ensemble, parce que sur les réseaux sociaux... Elles viennent déposer les valises. C'est ça, elles viennent déposer les valises, on parle tout ensemble, parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, t'as les mamans parfaites, et t'as les mamans pas parfaites. Mais c'est vrai, t'as jamais l'entre-deux. C'est vrai, t'as raison. Les femmes ensemble. Il n'y a pas de groupe de femmes. C'est vrai. T'as les mamans parfaites et les mamans qui sont super nulles. Et je trouve ça tellement dommage parce que ça partage un faux raisonnement sur la maternité. Et du coup, ça nous divise au lieu de nous assembler dans nos problématiques. Totalement. Donc, alors qu'on partage... En fait, même si on ne vit pas exactement les mêmes choses, il y a forcément des choses où on se retrouve. Et puis, juste être écouté... Effectivement, moi, pour les retraites, je sais qu'un jour, je ferai une retraite spéciale maman, tu vois, parce que l'idée de se dire, je dépose bébé et je vais me focus sur moi, c'est trop important. Mais déjà, juste des femmes qui se retrouvent, tu vois, les retraites, c'était pensé pour ça, des femmes qui se retrouvent, déjà, c'est waouh, surtout dans nos communes, tu vois. Et encore plus des mamans qui pensent des fois qu'elles sont toutes seules et qui voient sur les réseaux... effectivement, il y a soit ces mamans qui montrent qu'elles gèrent tout, ou soit les mamans qui montrent qu'elles ne gèrent rien. Et donc, généralement, on a tendance beaucoup s'identifier à ça. Elle est comme moi. Mais on voit pas de mamans qui, peut-être, c'est compliqué, mais qui partagent des stratégies ou qui montrent comment elles ont fait pour s'en sortir, justement, ses amis, etc. C'est de plus en plus, tu vois, je vois des vidéos de femmes qui montrent qu'elles se sont installées avec leur meilleure amie, par exemple, tu vois, elles sont toutes seules, et voilà, parce que c'est plus facile, et donc voilà. Mais c'est très rare encore, tu vois, parce que c'est un petit peu encore tabou, tu vois. Espérons que ça évolue. En tout cas, avec le podcast, on essaie vraiment de vous aider. Merci beaucoup, Aurélie, merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour une maman qui serait en dépression, qui serait pas très, très bien? Un petit mot de la fin que tu peux lui dire en caméra. J'ai envie de te dire que ça va aller. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a rien qui dure. C'est important de parler, de t'autoriser en fait à vivre ce temps, parce que ce que tu viens de vivre, l'accouchement, c'est quelque chose d'intense en fait, et qui peut être aussi traumatisant, et c'est OK. Et puis on est là aussi si besoin pour t'épauler, pour t'écouter, pour être bienveillante. Et entoure-toi au maximum, parle-en, et tu n'es pas toute seule. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels elles peuvent peut-être te contacter? Yes, Aurélie Barnabo, tout attaché, partout. Et puis là, il y a mon mail, il y a mon numéro de téléphone, il y a mes DM. Qu'on mettra en barre d'infos. Yes. Merci les filles, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.